seront après à Bretonneau en février 2024, puis Saint-Louis en mars. Avril, on arrive à Lariboisière, Fernand Vidal et on terminera par Robert Debré. C'est dans le sens. Alors, juste un petit rappel, bref, sur qu'est-ce que c'est que la certification. La certification HAS, ce n'est pas nouveau. C'est une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins dans nos établissements. C'est une évaluation qui existe depuis 1996, qui est obligatoire pour tout établissement de santé, public, privé, qui a lieu tous les 4 ans, et c'est une évaluation qui est menée par des pairs, par des experts visiteurs qui sont mandatés par la HAS. Et cette évaluation, elle est indépendante de l'établissement, des organismes de tutelle, et elle vient mettre en exergue justement la qualité des soins et la qualité de ce qu'on fait dans nos établissements. Et elle donne lieu, bien sûr, à une diffusion publique des résultats qui est accessible à tous, notamment sur Caliscope, et c'est accessible à l'ensemble de la population. Voilà, c'était juste un bref rappel pour cette certification. Les principes de cette nouvelle orientation de certification. On a tous connu plusieurs, enfin tous, les plus jeunes peut-être pas, mais en tout cas, on a connu des différentes visites et différentes itérations de certification. La certification, elle a évolué, comme le disait Vincent-Nicolas Delpech et Alain Beltruzzi. Et cette nouvelle version et ces nouvelles orientations sont essentiellement vraiment recentrées sur le soin. Ce dispositif est recentré sur le soin, sur le résultat pour le patient et sur le travail des équipes. Il s'agit de passer d'une culture de moyens à une culture de résultats, de développer la pertinence pour le patient. De même, les experts visiteurs sont avec des médecins et des professionnels de santé de terrain plus nombreux, moins de spécialistes de thématiques ou autres, mais des gens qui sont vraiment, comme nous tous, sur le terrain. Beaucoup de médecins ont été recrutés dans le cadre de cette nouvelle itération. Et ils exercent en établissement de santé, ils sont au cœur du terrain, ils savent ce que c'est, ils connaissent le travail et ils connaissent aussi les difficultés. Ils viennent voir ce qu'on fait, ils viennent évaluer la façon dont on mène la qualité des soins et comment on organise tout ça, mais ils sont aussi là, ils viennent aussi pour nous aider à le mettre en valeur. Je pense que c'est un point important. Et les méthodes, pareil, les méthodes d'évaluation, les méthodes traceurs sont liées à l'activité des professionnels. Les méthodes d'évaluation, toutes les méthodes traceurs sont en lien avec le métier des soignants et avec nous tous et avec l'établissement. Enfin, le dispositif est plus simple en ce qui concerne le dispositif de visite et le dispositif de décision. Le rapport est plus simple, plus court, il est rendu plus rapidement et la décision et les échanges qui se font avec la HAS sont plus simples jusqu'à la décision. La décision est rendue par site, comme je vous l'ai dit, et on l'a vu sur les précédents sites visités, sur les précédents GH visités. Il arrive qu'on ait la décision de certification sur un premier site visité, alors même que la visite n'est pas finie sur l'ensemble du GH. Et puis, le souci est d'avoir des outils sémantiques beaucoup plus clairs et qui nous parlent et qui sont en fait des mots français et pas du vocabulaire HAS. Les 4 enjeux, c'est donc l'engagement du patient, on vient d'en parler, et c'est quelque chose qu'on a particulièrement à cœur dans notre GHU. La culture de l'évaluation, de la pertinence et du résultat. La pertinence est un enjeu majeur. On estime que 25 à 30% des examens ou actes ne sont pas forcément pertinents ou pertinemment argumentés, estimés, et génèrent éventuellement des risques ou des événements indésirables dans nos pratiques. La notion du travail en équipe est un élément important. Si on prend les événements indésirables graves, on estime qu'un quart des événements indésirables mentionnent un défaut de fonctionnement en équipe comme facteur favorisant d'événements indésirables.
Et puis enfin, le quatrième enjeu est l'adaptation aux évolutions du système de santé qui nous relie au lien ville-hôpital et à tout ce qu'il y a de tout le lien avec la ville. En ce qui concerne les décisions de visite et les décisions de certification, on est plus sur du A, B, C, D. On est ou certifié ou non certifié. Et quand on est certifié avec mention, donc on a haute qualité des soins, ou on est certifié qualité des soins confirmée. Et puis, si on n'est pas certifié ou certifié avec mention, on est dans la case orange, c'est-à-dire certifié sous condition, ce qui veut dire qu'on a une visite qui va être reprogrammée dans les 6 à 12 mois parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments à améliorer, mais on estime qu'il est possible pour nous de les améliorer dans ce délai. Et puis, établissement non certifié, ça conduira à un accompagnement particulier et à une nouvelle visite dans un délai plus long. Et juste un focus sur quelque chose dont on reparlera, mais il y a maintenant des critères impératifs qui sont des critères de ce qu'on ne veut plus voir. C'est vraiment les critères qui peuvent éventuellement, s'ils sont observés de façon récurrente ou vraiment clairement observés dans l'établissement, peuvent conduire à une non-certification. Et c'est un enjeu important de garder en tête. Cette certification donc, comprend un certain nombre d'objectifs qui sont déclinés selon 3 chapitres et on reprend toujours les mêmes choses, c'est vraiment au plus près du patient et des équipes. Il y a un premier chapitre qui est le patient, un deuxième chapitre les équipes de soins et le troisième chapitre qui est l'établissement de santé et la façon dont la gouvernance manage avec et pour la qualité des soins. Donc, il y a 132 critères qui seront évalués par les différentes méthodes dont on a déjà parlé tout au long de ces dernières années, 17 critères impératifs et puis des critères avancés qui sont aussi les standards de demain. Comment se préparer à cette visite et comment se préparer et simplement suivre la qualité des soins et nos améliorations et la façon dont on peut faire mieux dans nos établissements et dont on peut montrer ce qu'on fait bien également. Il y a aussi un enjeu de montrer ce qu'on fait et de tracer ce qu'on fait. C'est par ces différentes méthodes d'évaluation qui sont vraiment au plus près du terrain et des équipes. Et ces méthodes, elles vont être utilisées par les experts visiteurs pour venir regarder ce qu'on fait. Et ce sont ces méthodes que nous allons utiliser et que nous utilisons déjà pour nous évaluer et pour mettre en place des actions qui vont nous permettre de nous améliorer et de montrer ce qu'on fait bien et d'améliorer ce qu'on fait un petit peu moins bien. L'évaluation, elle va aussi consister en une visite à blanc sur chacun des sites qui va avoir lieu 4 à 6 mois avant la visite de certification, sachant que pour l'instant, nous avons uniquement les dates des visites, on a les mois de visite, on n'a pas encore les dates précises des visites. Et donc, en ce qui concerne les visites à blanc, d'ores et déjà, la visite à blanc pour Bichat aura lieu du 23 au 25 mai. Pour Louis Mourier, du 13 au 14 juin. Et pour Beaujon, du 27 au 28 juin. Il y a une erreur sur la diapo, on corrigera. Pour les autres sites, c'est en cours de programmation. Donc, on va s'évaluer grâce à ces méthodes et puis on va continuer de s'évaluer. On ne commence pas aujourd'hui, on va continuer de s'évaluer comme on s'évalue depuis de nombreuses années avec les évaluations de pratique que l'on fait sur différents audits, la tenue du dossier de soins, les chariots d'urgence, le médicament, toutes les évaluations que nous avons l'habitude de mener, les actions d'amélioration qui sont pilotées par les différents vigilants, les groupes de travail thématiques avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années sur tous nos hôpitaux. Et nous allons suivre et analyser ces pratiques et suivre notre plan d'action qualité-sécurité des soins qui nous guide et qui nous permet de savoir où on en est à chaque étape de cette préparation et à chaque étape de cette démarche d'amélioration continue qui va à un moment être regardée par la certification. Donc voilà, on ne va pas faire plus chargé pour cette présentation initiale. C'est effectivement un programme chargé, mais c'est un programme qui est porteur de sens pour nous et pour nos patients. Et c'est vraiment dans le travail avec nos patients, autour de nos patients et avec l'ensemble des équipes et en équipe tous ensemble qu'on va pouvoir montrer ce qu'on fait. Et le
le principe de cette visite, c'est que les experts visiteurs vont vraiment venir voir tout le monde. Ils vont venir nous voir, parler avec nous, nous poser des questions et voir de quelle façon on s'est approprié cette démarche et la façon dont au quotidien on essaye de s'améliorer. Je pense que c'est vraiment un point essentiel et qu'on va essayer de démontrer durant cette petite séance. Merci. Merci Marie-Pierre pour cette présentation. C'est vrai que c'était important de faire ce rappel sur les nouveaux enjeux de cette démarche de certification et sur finalement le point important de notre préparation à tous de manière collective pour aborder ces étapes d'évaluation au mieux. Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est une certification qui est très centrée sur les résultats patients, sur nos pratiques au quotidien. Mais néanmoins, le fait de faire des évaluations internes, des visites à blanc, ça va vraiment nous aider à faire le point sur la situation actuelle dans nos établissements, les marges de progrès. Ça va surtout aussi nous apprendre à valoriser tout ce qu'on fait très bien déjà aujourd'hui et à essayer d'avancer sur les points un peu plus difficiles. Je vais passer la parole justement à Aude Goldstein qui va pouvoir nous expliquer comment le GH Sorbonne Université a travaillé sur sa préparation à la démarche de certification. Aude, on te donne la parole. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'espère, vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais. J'espère arriver à vous convaincre, même si c'est évidemment un peu plus facile de réécrire l'histoire une fois qu'elle est passée, arriver à vous convaincre qu'on peut quand même faire de ce moment qui de toute façon est un passage obligé, hein, c'est obligatoire pour tous les hôpitaux en France, publics comme privés, qu'on peut faire de ce passage obligé finalement quelque chose d'assez utile, et utile comme vous l'avez souligné pour les collectifs de travail, et qu'on peut même en faire finalement des moments assez chouettes, j'ose employer ce mot, parce qu'on a eu finalement quelques beaux moments, notamment au moment des visites de solidarité collective. Alors, je pense que je ne peux pas passer moi-même les diapos, donc je suis désolée, je vais vous demander de me les passer. Merci beaucoup. Donc, là, c'est juste pour vous présenter à nous notre programme qui ressemble donc beaucoup au vôtre. Et c'est vrai qu'il y a un petit marathon là pendant 6 mois, puisqu'en gros, on avait, comme votre programme à vous, un hôpital qui était visité par mois. Et donc, en tout, une fois qu'on a compilé l'ensemble de nos visites, on a quand même eu 27 jours et 340 évaluations avec 5 coordonnateurs différents. Donc, c'est vrai que c'est un exercice de course de fond qui vous attend, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de marathoniens chez vous, donc ça devrait le faire. Alors, je veux bien la slide d'après. Voilà, ça c'est pareil, c'est pour vous montrer aussi de manière un petit peu visuelle à quoi peut ressembler un programme et faire écho à ce que vous a présenté Marie-Pierre. En fait, vous allez avoir les différentes méthodes, peu importe leur nom, mais en fait, vous verrez que les experts vont beaucoup se balader dans l'ensemble des services de chacun de vos hôpitaux. Mais ça, c'est plutôt assez favorable parce que justement, en faisant beaucoup de visites, ça leur donne une vision assez juste de votre niveau d'appropriation, et c'est souvent plutôt à la faveur de l'établissement parce que vous faites beaucoup de choses très bien, et ça, Simone l'a bien redit, il faudra valoriser tout ce que vous faites de bien. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est vrai que nous, on est content parce que nos 7 hôpitaux ont été certifiés. Donc, c'est évidemment plus facile d'en parler désormais. Donc, on a eu des établissements qualité des soins confirmés et on en a eu 2 qui ont eu la mention. Mais au-delà de la décision, on a vraiment vu cette fierté des équipes qui ont réussi à se valoriser, y compris dans ce contexte très difficile que rappelait votre directeur général en introduction. Et puis, ça a surtout permis des améliorations concrètes. Voilà, on sait très bien qu'avec cette certification, on se repose finalement sur un certain nombre de sujets qu'on avait pu laisser parfois un petit peu de côté, justement en raison de ce contexte. Et en fait, d'y reconsacrer un petit peu de temps, eh bien, ça nous permet de nous améliorer. Et puis, on peut voir aussi que là, nous, on a quelques mois de notre dernière visite qui était en novembre. On a une volonté partagée d'essayer de maintenir cette dynamique et que le soufflet ne retombe pas trop vite, même si évidemment, c'est toujours pas exactement la même mobilisation, mais justement, cette mobilisation, elle a vraiment été très forte, elle a permis de resserrer les liens après des périodes quand même difficiles, aussi bien dans la préparation que pendant les visites, et c'est là où je disais qu'il y avait des moments finalement presque assez chouettes de voir cette solidarité et tout le monde qui avait envie finalement de passer ce cap en montrant le meilleur de nous-mêmes, et il y en a encore une fois beaucoup à montrer.
Ça, c'est une photo, c'est pour vous prouver que les gens sont contents. Voilà, je me suis dit que voilà, c'était quand même le mieux, c'était encore de l'illustrer. Ça, c'est quand voilà, on a fait une petite cérémonie au moment des galettes pour que les gens voilà, puissent avoir une petite plaque avec, vous voyez, le macaron de la Haute Autorité de Santé. Et vous pouvez voir qu'ils étaient heureux. Je les ai pas forcés à poser. Slide d'après, ça c'est pour réaffirmer ce que vous ont dit Marie-Pierre et Simone. C'est vrai que la HAS, elle a tenu son engagement. Nous-mêmes, on n'y croyait pas trop. Hein. La HAS, la main sur le cœur, nous expliquait que ça allait plus être comme avant. Mais c'est vrai, cette méthode, elle est vraiment propice aux échanges avec les équipes. Il n'y a pas de questions pièges. On sait exactement les questions qui vont vous être posées. Et vous verrez quand vous allez vous entraîner dans les visites à blanc, ça va être la même chose quand vous aurez la vraie visite. Et donc, voilà, on sait sur quoi on va être évalué. Et puis, c'est transparent. Hein, tout au long de la visite, il y a des bilans journaliers et on sait comment les choses sont en train de tourner pour notre visite. Et puis, je sais que c'est pas, on a toujours l'impression que c'est jamais le moment, hein, la visite de certif, mais l'hôpital a quand même vraiment l'opportunité d'expliquer. Alors, j'ai mis écosystème parce que je savais pas très bien quel terme mettre, mais vous avez une note de contexte que vous pourrez adresser en amont et les experts la lisent, en prennent vraiment connaissance. Et puis, à chaque hôpital visité, vous aurez une réunion d'ouverture et là aussi, c'est une occasion pour expliquer telle ou telle spécificité, culture de site ou difficultés particulières ou opportunités particulières. Donc, vraiment, les experts n'arrivent pas naïvement, ils savent très bien où est-ce qu'ils mettent leurs pieds. Et puis, donc, cette préparation, parce qu'après, il n'y a pas de mystère, hein, mieux on se prépare, mieux on a quand même des chances de réussir. Je pense que dans les hôpitaux, on sait quand même assez bien ce que c'est que des examens, des concours. Et donc, voilà, bah, c'est sûr que si on se prépare, on a un tout petit peu plus de chances d'avoir une meilleure note au final. Mais cette préparation, c'est vraiment sur la dynamique quotidienne des équipes, parce que c'est là-dessus que va se faire la visite. Ils vont aller chercher du résultat auprès du patient et donc on va lui demander est-ce que vous avez été informé sur votre prise en charge, est-ce que vous êtes senti impliqué, est-ce que vous pensez que vous avez bien été associé à la décision, et puis ils vont chercher des résultats auprès des équipes. Ils vont essayer de voir s'il y a un vrai collectif et est-ce que ce collectif, il se coordonne, est-ce qu'il se pose quand même de temps en temps des questions sur ses pratiques. Et puis Marie-Pierre l'a dit, hein, il y a un incontournable, c'est les 17 critères impératifs. Donc moi, vraiment, je vous engage à vous auto-évaluer là-dessus. Il y a quand même peu de ces critères qui peuvent être contestés, je pense, y compris quand on est dans des zones de turbulence, sur la prise en charge de la douleur, les médicaments à risque, l'urgence vitale, le fait que le patient doit pouvoir exprimer son consentement de manière libre et éclairée, faire attention aux risques infectieux, argumenter les restrictions de liberté, analyser quand on a rencontrer un événement indésirable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ces critères impératifs sur lesquels les équipes ne se retrouveront pas, aussi bien médicales que paramédicales. Merci beaucoup. Alors, une autre façon de le dire, j'ai essayé de trouver une formulation pour redire que c'est sur un peu la vie quotidienne des équipes que se fait cette certification. La certif, c'est tous les jours ou presque. Alors, je viens de vous dire qu'il fallait vous préparer, c'est vrai. Mais en même temps, qu'est-ce que la HAS vient voir? Elle vient voir que voilà, la qualité, c'est tous les jours et ça se voit. Alors, comment ça se voit? C'est rangé, le service il est tenu, les portes elles sont fermées, les conteneurs ils sont propres, il y a des emplacements dédiés. La tenue des professionnels, c'est celle aussi qu'on attend pour lutter contre le risque infectieux. Les affichages ils sont à jour, c'est pas, on retrouve pas des vieilles choses de 2002. Et puis c'est bien sûr la qualité des écrits, des traçabilités dans la tenue du dossier, qui sont informatiques ou papier, pour la sécurité et puis pour la continuité, tout ce qui est notamment lettres de liaison avec la ville. La qualité, c'est tous les jours et puis ça se mesure. Donc, c'est tout ce qui concerne les traçabilités, réfrigérateurs, chariots d'urgence, le fait qu'il y a des évaluations régulières, vous les avez rappelées, vous en faites déjà beaucoup, le fait que vous savez utiliser un certain nombre de données et puis que vous avez un plan d'action qui vous permet de vous assurer régulièrement que vous êtes en train de progresser. Et la qualité, c'est tous les jours. Et ça se partage. Ça veut dire qu'on en parle en équipe. Il y a tout un tas de formes différentes qui peuvent être prises. C'est le cas, par exemple, de ce rendez-vous du GHU aujourd'hui. C'est un moment où on en parle tous ensemble. On essaie de co-construire des actions. Et puis, c'est surtout la culture du travail en équipe et du retour d'expérience qui permet généralement d'éviter pas mal de déconvenues et d'événements indésirables.
Je vais également vous faire un petit retour, c'est peut-être ce qui va vous parler le plus, et ce sera les 2 dernières slides. C'est ce que nous ont écrit, parce qu'on avait un système en fait de fiches navettes pendant notre visite où on demandait à chaque service qui venait d'être évalué de nous remonter ce qu'il pouvait nous dire sur la visite qui venait d'avoir lieu. Et donc, vous voyez, l'expert visiteur a demandé à voir la traçabilité du dossier diététique dans Orbis. Il a regardé tout le dossier infirmier, il a posé des questions sur la douleur et comment elle était tracée, il a vérifié la localisation du chariot d'urgence, son scellé, il a demandé si le numéro était connu, est-ce qu'il était affiché, il s'est renseigné sur la procédure des traitements personnels, il ouvre le réfrigérateur à médicaments, il regarde un peu comment ça se passe, comment est contrôlée la température. Celui-là, je le trouvais bien parce qu'il y a écrit pour l'examen radio, la dose d'irradiation et la machine utilisée, le médecin a su le montrer. Donc, je ne sais pas si c'était pour dire que pour une fois, le médecin avait réussi ou au contraire, c'était pour expliquer que bien sûr, il le savait. Donc, voilà, le médecin a su les montrer sur le compte-rendu de l'examen. Autre exemple encore, voilà, qu'est-ce qui est demandé par l'expert? Il va aller sur un dossier patient Orbis et il demande à regarder le BMI, les traitements, les habitudes de vie. Est-ce qu'on retrouve tout ça? Les explications sur les hypothèses diagnostiques. Et puis après, voilà, le document d'information sur la transfusion. Nous, par exemple, on n'a pas été bon là-dessus. Sur 2 sites, on n'était pas bien sur les documents d'information pré-transfusion. Évidemment, la personne de confiance. Et puis, il demande à voir quelques prescriptions médicales et le protocole, par exemple, d'insuline. De l'autre slide, merci. Là, c'était intéressant aussi parce que vous voyez, quand je parlais de valorisation, mais là, ce que nous raconte, c'est la cadre qui nous avait fait ce petit retour. L'expert visiteur a trouvé très intéressant d'avoir un tuteur IDE. Bertrand a expliqué son rôle auprès des étudiants. Il a parlé de l'évaluation des compétences des nouvelles. Nous avons parlé du CREX éthique, du CREX médicaments, des RMM qu'on fait s'il y a besoin. Ils ont pu valoriser leur staff psychosocial une fois par semaine. Ils ont une petite collaboration avec le musée du Louvre, et ils en ont parlé. C'est un service d'oncologie. On a des soins avec une socio-esthéticienne, ils en ont parlé, c'est pas du tout un critère de l'assertif, mais ça montre voilà, qu'il se passe des choses dans ce service et qu'ils se préoccupent de la prise en charge. Et ils ont réussi à citer quelques mots-clés comme ISATIS et le label hospitalité. Donc, voilà, c'était vraiment pour pouvoir vous montrer un peu en vrai comment ça se passe. Et puis là, les 2 dernières diapos, c'est juste un peu nous, nos points forts, on va dire, et puis nos petits points d'amélioration. Je vais peut-être pas tous vous les citer, mais voilà, en gros, la coordination pluriprofessionnelle, les équipes de recours et d'expertise, ça, c'est sûr que ça existe énormément chez vous. Il faut arriver à le montrer. Vous faites aussi beaucoup de choses avec vos représentants des UAG ou même avec des patients partenaires. Vous êtes très avancés là-dessus. Il ne faudra pas hésiter à le montrer. Et puis la gestion de crise et des situations sanitaires exceptionnelles, je pense également que vous avez beaucoup de choses à valoriser. La slide d'après, parce que je ne vais pas tous vous les lister, nous on s'est fait donc un petit peu attraper et rattraper par la police sur c'est bien beau d'avoir des affichages à jour et un livret d'accueil, mais bon, en fait, si les patients ne sont pas réellement informés sur leurs droits, finalement, on a un petit peu loupé. L'objectif, c'est là, on est vraiment dans la culture du résultat. Et donc, on voit que nos usagers ont encore du mal à connaître de manière un petit peu précise leurs droits sur les directives anticipées, sur le rôle des représentants des usagers, par exemple. Et puis là, j'ai remis l'histoire de la transfusion. Nous, on n'était pas bon. Il y a évidemment, comme partout, certains locaux qui restent encore trop vétustes ou inadaptés. Et même si les pratiques garantissent l'intimité, les locaux, eux, ne s'y prêtent pas. Quand vous avez une coexistence du dossier papier, du dossier informatique, là, forcément, c'est un petit peu moins sécuritaire, mais il faut essayer de montrer ce que vous faites pour pallier quand même ces difficultés. Le circuit du médicament, je sais que vous allez en parler juste après, ça reste qu'une zone à risque, c'est difficile. Et donc, voilà, il faut rester très attentif là-dessus. Et puis, tout ce qui concerne l'évaluation et l'exploitation soit d'indicateurs, soit par exemple, d'enquêtes de satisfaction, ils ont trouvé qu'on était dynamique et plein de bonne volonté, mais que c'était encore insuffisant. Voilà, je ne sais pas s'il y a un petit temps ou pas pour des questions-réponses. J'avoue, j'ai mis dans ma slide, mais c'est peut-être pas le bon format. Compte tenu du timing, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour l'instant, effectivement, oui, pour échanger. En tout cas, merci Aude pour ce retour d'expérience qui est tout à fait intéressant. On est obligé de faire aussi bien après ce que vous nous avez présenté. Mais moi, je retiens quelques éléments très concrets que vous avez mis en exergue. C'est utile, c'est chouette. Ça permet de valoriser nos pratiques et ça rend fiers les équipes. Et je pense qu'effectivement, c'est très important, après 3 années de crise finalement qui ont été complexes,
de remobiliser nos équipes sur l'essence même de ce qui nous réunit, nos pratiques professionnelles, ça me semble effectivement un challenge tout à fait intéressant. Et vous avez mis en exergue effectivement que c'est une démarche qui est ancrée dans la réalité. Effectivement, les experts visiteurs, ce sont des professionnels de santé, effectivement, qui connaissent la réalité du terrain. Mais par contre, effectivement, ça se prépare. Et justement, dans le cadre de la préparation, parce qu'on ne part pas de rien, on va continuer effectivement le déroulement de ce webinaire avec un focus sur effectivement le risque effectivement concernant la surveillance du circuit du médicament. Et je vais effectivement passer la parole à Véronique Bonal et Nathalie Fauché qui vont nous mettre en exergue effectivement un travail qui a été fait sur la liste des médicaments à risque. Véronique, Nathalie, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Alors, juste. Voilà. On voulait d'abord vous faire un petit focus sur l'aspect réglementaire. Donc, l'arrêté du 6 avril 2011 sur le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et des médicaments en établissement de santé introduit bien la notion de médicament à risque, qui est reliée à la gestion du risque à l'hôpital. Donc, la définition du médicament à risque, c'est un médicament requérant une sécurisation tout au long du circuit du médicament, donc de la prescription, dispensation, détention, stockage et administration et surveillance thérapeutique appropriée, qui est fondée donc sur le respect des données de référence afin d'éviter des erreurs pouvant avoir des conséquences graves sur la santé du patient. Donc, le plus souvent, ils sont identifiés comme des médicaments à marge thérapeutique étroite. Ensuite, on a la circulaire du 14 février 2012 qui nous parle de la liste des 12 événements qui ne devraient jamais arriver, qui a été élaborée à partir de la démarche des Never Events. Et puis, on a une possibilité, des exemples qui sont proposés. Donc, les médicaments essentiellement qui sont les anticoagulants, les antiarythmiques, agonistes adrénergiques IV, digitales IV, les insulines, les anticancéreux, les solutions d'électrolytes concentrés. Donc, on a quand même une base de travail pour venir identifier nos médicaments à risque sur nos sites. Donc, on trouvait important de vous rappeler le critère impératif qui est en lien avec les médicaments à risque, c'est le critère 2306. Les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Donc là, il y a deux méthodes qui vont être utilisées. Ça va être le traceur ciblé et les observations pour voir comment on s'organise pour réduire les risques d'erreurs et les conséquences sur les patients. Alors, par rapport à l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse selon le référentiel de la certification, donc en fait, qu'est-ce qui va être regardé? Ils vont regarder les experts visiteurs vont regarder si on a bien identifié par établissement une liste de médicaments à risque. Donc, les points de vigilance, ça va être d'avoir formalisé cette liste et qui va dépendre du type de pathologie, des prises en charge. Elle doit être spécifique à chaque établissement et voire aller plus loin à chaque pôle d'activité, voire service. Donc, au regard de ce point, nous, on a eu une réflexion sur le site BICHA pour être au plus proche de cette demande. Donc, les observateurs vont être vigilants sur toutes les étapes du circuit du médicament. Et ils vont rechercher si l'établissement a bien identifié ces médicaments à risque et s'il a mis en place des barrières de sécurité pour réduire les erreurs. Donc maintenant, sur BICHA, qu'avons-nous fait?
Donc, on a travaillé sur une réflexion collective pour établir la liste des médicaments à risque. On a commencé par en parler sur le COPIL, puis au niveau du site, entre les pharmaciens, les responsables qualité, responsables médicaments, la DSAP, et on s'est basé sur la liste justement anglo-saxonne qui cible 4 familles de médicaments qui sont des médicaments qui sont les plus à risque d'avoir des never event, les anticoagulants, surtout par voie intraveineuse, les narcotiques et opioïdes, les insulines, pareil, en intraveineux, et les sédatifs, donc on va en reparler après. Donc on a pris comme référence les never event et les événements indésirables médicamenteux qui étaient survenus sur le site de Bichat, avec à la fois des erreurs dans la dispensation ou dans le dysfonctionnement du circuit des médicaments qui étaient donc déclarés sur le site, en se disant que ça nous permettrait d'avoir une liste de médicaments qui soit le plus proche de la réalité. On a établi une liste site avec la possibilité d'y ajouter en fonction des services des médicaments spécifiques parce que c'était difficile de tout mettre sur une même liste, il ne fallait pas qu'elle soit trop importante. Et puis on a pris aussi comme décision de cibler notre vigilance sur certaines étapes du circuit de la prise en charge médicamenteuse et puis bien sûr de pointer les actions incontournables pour que tous les acteurs soient au fait. Donc, on a formalisé une affiche « Sécuriser les médicaments à risque » que vous allez voir après. On a décidé aussi d'établir un code couleur pour les étiquetages de ces médicaments à risque dans les bacs de stockage des unités de soins. Et on a pris la décision que l'étiquette soit imprimée sur fond jaune. On n'a pas pris de décision de sticker parce qu'on s'est dit que ça pouvait se décoller ou que ça pouvait effectivement ne pas être adapté. Donc, on a dit des étiquettes jaunes. Et on a aussi travaillé avec les prescriptions Orbis médicamenteuses parce que, comme vous le savez, il y a des codes couleurs pour certains médicaments. Les antibiotiques sont en vert, les stupéfiants sont en rouge. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on reste dans la même couleur. On identifierait en jaune quand on prescrit dans le logiciel Orbis les médicaments à risque. Et vous voyez ici un exemple avec le chlorure de potassium. Donc voilà la fiche sécuriser les médicaments à risque qui a été établie avec ceux qui sont choisis donc, dans cette liste fixe que vous voyez en violet sur la diapositive, les étapes du circuit du médicament qui seront particulièrement visibles et les actions. Et en dessous, il y a la possibilité par service de rajouter les médicaments à risque qui sont propres à son usage. Et puis, il y a eu une diffusion de ces informations par des ateliers pratiques sur les Never Event dans les clubs du médicament, des informations sur les médicaments à risque aussi dans le club des médicaments, une diffusion par mail de la liste de ces médicaments à risque au cadre de santé, au cadre supérieur de santé et PUI et puis à la direction qualité. Ensuite, pour la fiche sécurité, elle est incluse dans la GED, de même que les Never Event qui sont inclus dans cette GED. Et là, ce que l'on veut effectuer, c'est donc d'assurer la diffusion de la liste auprès des différents tous les soignants, parce que c'est vrai que c'est bien beau de mettre des listes dans la GED, mais si ce n'est pas accompagné, ça risque d'être compliqué. On va voir aussi si les services ont besoin d'une aide pour identifier les médicaments à risque de leur service. Donc, on a formé les professionnels au Never Event et aux médicaments à risque, et puis d'avoir des protocoles, des procédures qui sont actualisées pour ces risques identifiés et de les appliquer par rapport à la méthode du traceur ciblé. Merci Nathalie et Véronique pour cette présentation du travail réalisé sur le circuit du médicament. La sécurisation du circuit du médicament, c'est un enjeu très fort pour nos établissements de santé, pour la visite de certification. Avec le risque infectieux, ça fait partie des 2 thématiques très transversales qui sont évaluées en permanence pendant toute la visite. Non seulement pendant les méthodes du traceur ciblé qui sont vraiment ciblées sur les médicaments à risque, mais tout au long de la visite avec la méthode des observations qui est couplée à chaque traceur. Chaque patient traceur, chaque parcours traceur fait l'objet d'une checklist d'observation qui s'intéresse beaucoup au circuit du médicament. Et c'est vrai que ce tableau récapitulatif des principales familles de médicaments à risque avec les mesures de prévention, parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement de savoir que ce sont des médicaments à risque, mais c'est surtout de savoir ce qu'il faut faire pour éviter les risques. Je pense que c'est vraiment un plus pour nos équipes. Il va falloir maintenant continuer à faire de la diffusion, de l'accompagnement, et ça fait au moins un visuel qu'on pourra retrouver dans les zones de stockage et qui va bien accompagner les équipes.
On continue maintenant avec une présentation sur l'engagement du patient. Et on passe la parole à Aline Frazier pour cette présentation. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un pourra me passer les diapositives ou est-ce que je prends le contrôle simplement? Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aline Frazier, je suis médecin à l'hôpital Lariboisière. Je travaille à la fois dans le service de rhumatologie et puis à l'unité transversale d'éducation thérapeutique sur Saint-Louis, Lariboisière et Fernand-Vidal. Et donc, on va parler de la co-construction en éducation thérapeutique avec les patients partenaires. La suivante, s'il vous plaît. Donc, juste, je vous ai remis ici la petite définition OMS de l'éducation thérapeutique qui date maintenant de plus de 20 ans et qui définit cette éducation thérapeutique comme une pratique qui aide les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. C'est de l'éducation thérapeutique, donc elle fait partie du traitement de façon intégrée et permanente, et elle se compose d'activités qui sont organisées et conçues pour que les patients acquièrent les compétences que l'on requiert. Et l'objectif de l'acquisition de compétences et du changement de comportement, c'est de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Et l'éducation thérapeutique, ça ne s'improvise pas, ce n'est pas juste de l'information, c'est une pratique qui est quelque chose de vraiment spécifique. La suivante. Alors, en pratique, comment se déroulent des programmes d'éducation thérapeutique? Donc, le TP se fait maintenant la plupart du temps au sein de programmes, même si de nouvelles pratiques se mettent en place plus récemment. Et ces programmes font l'objet d'une déclaration à l'ARS qui se base sur un référentiel écrit par la Haute Autorité de Santé qui donne la bonne méthodologie de l'éducation thérapeutique. Celle-ci, elle se déroule en 4 étapes. D'abord, l'évaluation des besoins des patients par une étape qu'on appelle le bilan éducatif partagé ou diagnostic éducatif. Ce bilan aboutit à la co-construction d'objectifs éducatifs et donc d'un plan d'action pour le patient individualisé. Le plan d'action, ça va être la mise en œuvre de séances individuelles ou d'ateliers collectifs d'éducation thérapeutique répondant aux objectifs identifiés pour ce gain de compétences. Ces compétences vont être ensuite évaluées par une coévaluation partagée et puis ça va permettre de remettre à jour le bilan éducatif et de déterminer éventuellement de nouveaux objectifs pour poursuivre le cycle. Les intervenants en éducation thérapeutique doivent être formés avec une formation qui dure 40 heures et qui est réglementaire. Et l'AHAS et l'ARS incitent les équipes depuis maintenant plusieurs années à l'implication de patients au sein des programmes et à la co-construction des programmes d'éducation thérapeutique. Alors, les unités transversales d'éducation thérapeutique, je profite de cette occasion pour vous présenter qui nous sommes. Sur le GHU Nord, nous sommes 3 unités transversales de TP et nos missions sont définies par un référentiel et se décomposent en 5 grands axes. L'accompagnement des équipes pour la mise en œuvre des programmes de TP, la coordination de l'offre en ETP sur le périmètre des équipes que l'on accompagne. On doit favoriser aussi la formation en éducation thérapeutique et l'accompagner, travailler à la communication, à la valorisation des actions de TP et s'investir pour favoriser la recherche en éducation thérapeutique. Donc, les UTAP, elles sont notamment garantes de la qualité des programmes d'éducation thérapeutique proposés sur notre GHU et à l'UTEP Saint-Louis-Lariboisière Fernand-Vidal, mais aussi dans les autres de notre GHU, nous avons décidé de définir cette thématique du partenariat patient et nous avons travaillé sur plusieurs axes pour amener les équipes à favoriser ce partenariat. Alors, ces axes, ça a été d'abord l'information des équipes sur la mise en place de cette dynamique, le recensement des actions déjà existantes, car beaucoup d'équipes travaillaient en réalité déjà avec des patients, mais sans forcément que cela soit formalisé. La facilitation et l'encadrement de la démarche, parce que ce n'est pas toujours facile aussi de définir comment faire reconnaître finalement ce patient participant comme un patient partenaire. L'encouragement de l'implication de nouveaux partenariats, notamment avec une réponse à l'appel à projet après qui nous a permis de financer quelques éléments. Et puis, on a fait un travail de recherche qualitative sur le sujet à l'aide d'une stagiaire de master qui était avec nous l'an dernier. Je vais vous présenter rapidement toutes ces actions. Tout d'abord, pour informer nos équipes et puis pour commencer à voir ce qui se passait déjà, hormis les rencontrer et identifier les patients déjà présents,
on a aussi demandé à Thomas Sagnier d'intervenir à notre réunion de coordination des équipes ETP pour présenter le rôle du patient intervenant dans l'éducation thérapeutique. Vous voyez, ça c'était en janvier 2021. Donc ça a permis déjà de mettre un petit peu une dynamique, de sensibiliser les gens. Et puis, ça nous a permis aussi d'identifier des équipes qui n'avaient pas encore de patients partenaires, mais qui étaient favorables à cette démarche et qui avaient besoin juste d'accompagnement pour concrétiser ce projet. La suivante, voilà. Alors, pour faciliter et encadrer cette démarche, on a beaucoup travaillé déjà entre nous et puis aussi avec l'aide de la direction qualité. Je remercie Anna Sebag et Fabienne Salambien pour créer des fiches pratiques à destination des soignants et des patients qui les aident un petit peu à identifier finalement les missions du patient partenaire et quelles sont les qualités requises d'un patient partenaire potentiel, qu'est-ce qu'on peut aussi lui confier au sein d'un partenariat en éducation thérapeutique. Donc ça permet un petit peu mieux de comprendre ce que l'on peut faire dans ce genre d'engagement. On a créé une convention de partenariat qui permet la reconnaissance du patient partenaire, l'encadrement réglementaire des modalités de sa participation et puis le dédommagement pour le transport et les repas des patients lorsqu'ils viennent participer au programme de TP. Et l'UTEP s'est engagé à se mettre en contact et rencontrer tous les patients partenaires. Donc, ils sont d'abord en contact avec l'équipe au sein de laquelle ils interviennent, mais ils nous connaissent et ils savent qu'ils peuvent aussi faire appel à nous en cas de questions, en cas de difficultés, etc. On a aussi continué d'encourager la démarche de partenariat patient. On a tourné, grâce à l'aide de la communication de la RIP Saint-Louis et de Debré, une vidéo qui s'appelle « L'éducation thérapeutique du patient, le partenariat patient, un pari gagnant », au sein de laquelle il y a des témoignages de soignants et de patients qui ont pu s'engager dans ce partenariat. Donc, vous pourrez aller voir sur les sites de l'UTEP de Saint-Louis ou l'hôpital Lariboisière cette vidéo qui vous donne un petit peu une idée aussi de ce que les gens ressentent de l'utiliser de ce partenariat. Alors, via le fonds après, sur 2022-2023, on a obtenu un financement qui nous a permis d'une part d'organiser des séminaires de travail pour les équipes qui travaillent avec des patients partenaires. Donc, il s'agit de réserver un lieu agréable, de passer du temps pour travailler sur un projet de co-construction avec des patients partenaires. Donc, ça donne à la fois du temps aux équipes, justement, on en parlait dans la certification, ce temps de travail en équipe pour monter des projets ou faire évoluer les pratiques, et puis d'intégrer le patient, du coup, dans l'équipe. Et puis, un côté aussi agréable qui récompense l'investissement des gens qui font ces actions. On a aussi, avec ce financement, pu obtenir la création de vidéos dans lesquelles les patients ont participé à la construction. Donc, c'est soit des vidéos pour mettre en avant l'intérêt d'un programme à destination d'autres patients qui pourraient vouloir s'y inscrire, ou des vidéos qui vont servir de support éducatif au sein de certains ateliers co-construits avec des patients. Et puis, l'UTEP s'est aussi activement participé à la journée de l'engagement patient qui avait été mise en place au mois de juin l'année dernière sur Lariboisière. Enfin, on a fait ce travail de recherche qu'on espère pouvoir bientôt publier. C'était une enquête qualitative auprès de soignants pour identifier les freins et les leviers pour le partenariat patient dans les programmes d'éducation thérapeutique. Donc, vous voyez que comme frein, alors, il y a un certain manque d'informations, puisque beaucoup d'équipes ne connaissaient même pas le dispositif. Pour certains, un manque d'appétence. Et puis, pour beaucoup, ce sont des choses plus concrètes, comme un manque d'accompagnement, quelle démarche je devrais faire, un manque de temps pour se consacrer à un projet qui va induire des changements d'organisation, un manque de compréhension de la définition réelle du statut de patient partenaire, notamment, est-ce qu'il doit avoir un certain niveau de formation, est-ce qu'il doit absolument faire partie d'associations, etc. Donc, tout ça, c'est des questions que les gens se posent, qui ont des réponses dans les fiches qu'on a faites. Et puis, une appréhension plus humaine, je dirais, de comment je vais co-animer un atelier avec un patient partenaire. Et s'il dit quelque chose qui est en contradiction avec les messages que je veux passer, comment je vais gérer des choses qui, en réalité, se désamorcent très vite quand on démarre. Les contraintes organisationnelles, c'est la crainte d'imposer aux patients
une sollicitation trop forte, de le mettre en difficulté ou de ne pas être capable, nous, de nous adapter pour pouvoir lui laisser sa place dans sa participation. Les leviers, en revanche, c'est que les équipes sont convaincues pour la plupart de la valeur de l'expérience patient. Elles ont plein d'idées sur comment elles pourraient recruter un patient. Elles ont plein de canaux entre le soin, le TP et des associations notamment. Elles connaissent les différents rôles possibles du patient partenaire pour la plupart d'entre elles. Elles sont très conscientes de l'importance de la communication à la fois au sein de l'équipe et avec les patients partenaires potentiels. Elles souhaitent que les patients puissent avoir accès à la formation et pouvoir jouer un rôle dans cette accessibilité. Et d'un autre côté, elles sont conscientes du fait que ce serait vraiment important que les patients puissent participer à la formation des professionnels de santé au cours de leur cursus, justement pour rendre plus naturel ce partenariat. Le rôle des institutions, avec notamment l'incitation par l'ARS, vraiment est un levier de motivation fort parce qu'on a envie de proposer quelque chose qui rentre dans les critères qualité qui nous sont fixés par nos tutelles. Et puis, l'aide de l'UTEP est quand même intéressante justement pour pouvoir concrétiser des idées. Alors, en pratique, toutes ces opérations nous ont permis quand même de faire bien augmenter le nombre de patients partenaires dans nos programmes. Nous, on a 36 programmes sur notre périmètre et là, maintenant, on est monté à 12 patients partenaires versus 5 en 2021. Les rôles des patients partenaires dans nos équipes sont très variés. On pense souvent à la co-animation d'ateliers d'éducation thérapeutique, mais ce n'est pas forcément le plus facile parce que ça peut demander aux patients de libérer beaucoup de temps, mais les patients ils peuvent intervenir dans plein d'autres étapes du programme. Ça peut être de travailler avec nous sur la communication, comment promouvoir le programme par des flyers, des affiches, les relire pour voir si les messages proposés correspondent à leurs attentes, travailler sur les vidéos telles qu'on l'a fait pendant l'appel à projet et puis participer aussi à une communication dans des congrès ou des formations. Ils peuvent jouer aussi un rôle dans l'organisation du parcours patient et comment on intègre l'éducation thérapeutique dans le parcours autour de telle ou telle maladie. Ils peuvent jouer un rôle dans la coordination, qui est une activité souvent très chronophage et pas toujours facile à mettre en place dans certaines équipes. Ils peuvent, par exemple, contacter les potentiels participants au programme pour le présenter et pour l'inscription, participer à la réalisation des bilans éducatifs partagés ou gérer l'évaluation et les questionnaires de satisfaction. Ils partagent aussi, ils ont souvent un grand rôle dans la création des ateliers, à la fois pour construire de nouveaux ateliers ou pour faire évoluer des ateliers existants. Et puis ce rôle dans la formation qui est également très important. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter votre UTEP. Moi, je suis donc sur celle de Saint-Louis-la-Riboisière-Fernand-Vidal, mais il existe 2 autres UTEP dont je vous ai mis les adresses mail ici pour organiser des partenariats patients dans vos programmes de TPE. Je vous remercie. Merci Aline pour ce retour effectivement d'expérience. L'engagement patient est une des priorités fortes de notre projet d'établissement. Et c'est vrai que les équipes qui sont engagées sur l'éducation thérapeutique de longue date étaient effectivement précurseurs finalement du portage de cette dynamique. La notion effectivement et la structuration des UTEP a été effectivement quelque chose d'important pour justement mettre au service des équipes un accompagnement justement pour intégrer effectivement les patients. Pendant longtemps, on a pensé le soin pour les patients et aujourd'hui effectivement il faut penser le soin avec les patients. C'est essentiel. Et cette expérience patient, ce partenariat que vous avez effectivement évoqué et illustré, effectivement, est tout à fait essentiel aujourd'hui. Merci de ce retour. Nous allons passer maintenant à notre dernière effectivement, partage d'expérience avec effectivement un rétexte sur le patient traceur, une des méthodes effectivement d'évaluation dans le cadre de la préparation effectivement de la certification. Et donc, je vais laisser la parole à Marie-Paule Chevauhed, Gwen Frère et Fanny Marchadour. Eh ben, merci pour nous avoir invités. Alors déjà, moi, j'ai fait une petite remarque parce que du coup, je vais être super à la bourre à ma consultation qui commence à 14 h. Donc, on m'avait promis que ce serait fini à 14 h et je crois que ça ne sera pas le cas. Donc voilà, ça ne sera pas de la qualité pour mes patients, mais ils vont attendre un petit peu. Donc, on est là pour parler de l'expérience des patients traceurs qui ont été réalisés dans le DMU Victoire. Donc, effectivement, on a réalisé 11 patients traceurs.
Je vais commencer par faire juste un petit rappel de la méthodologie du patient traceur. Donc, ça se passe en 3 étapes. Il y a une première étape qui est l'identification du patient qui, si possible, est proche de la sortie pour qu'on ait un retour sur un séjour complet. Et si possible, qui parle français parce que ça facilite l'entretien. La deuxième étape est la rencontre avec le patient qui se fait obligatoirement après le recueil de son consentement. Et la dernière étape, troisième et dernière étape, c'est la rencontre de l'équipe. Et l'équipe, si possible, au grand complet, c'est-à-dire les aides-soignants, les infirmiers, les kinés, la diététicienne, la secrétaire hospitalière, enfin, vraiment tous ceux qui participent à la prise en charge du patient. La dernière rencontre avec l'équipe, elle se fait aussi en s'appuyant sur le dossier de soins qui est consulté en permanence et qui sert de fil conducteur. La durée de l'entretien avec le patient qui est réalisé par un médecin, et donc ce sera un médecin expert visiteur qui le fera le jour de la visite, peut durer entre 20 à 30 minutes et peut se faire soit dans la chambre du patient, soit dans un autre bureau. Avant cette rencontre avec le patient, l'expert visiteur ou le médecin qui là en l'occurrence mène l'entretien, il y a eu un petit mot d'introduction par l'infirmière ou le médecin qui s'occupe du patient pour raconter un peu le parcours médical du patient, du séjour, et puis le diagnostic, est-ce qu'il y a eu des complications pendant l'hospitalisation. L'objectif de la rencontre avec le patient, c'est de recueillir sa perception de sa prise en charge, de recueillir des éléments factuels. Est-ce que l'évaluation de la douleur et de sa prise en charge a bien été prise en compte au cours de son séjour? Est-ce qu'il a bien reçu des informations sur son traitement médical? Est-ce qu'il a bien eu des informations sur le bénéfice-risque des actes prescrits? Est-ce qu'il y a eu une information sur le ou les diagnostics posés? Est-ce qu'il y a bien eu des vérifications de son identité et du respect des règles d'identito-vigilance tout au cours de son séjour? On peut d'ores et déjà rebondir sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans cet entretien, il y a au moins 4 ou 5 critères impératifs qui sont évalués, que ce soit la douleur, l'éclairement et le consentement du patient, les médicaments. Donc, voilà, les 17 critères impératifs ne sont pas vus, mais il y en a au moins 4 ou 5 qui sont évalués. Il est recommandé et il est même interdit de poser des questions personnelles sur la maladie du patient et en aucun cas, le médecin doit faire de commentaires sur la pertinence des actes médicaux réalisés ou sur la pertinence des diagnostics posés aux patients. Donc, j'ai mené l'entretien médical pour ces 11 patients traceurs dans le DMU. Je fais toujours une vérification que le patient est toujours bien d'accord pour faire cette démarche méthodologique. Je lui réexplique en quelques mots ce qu'est la certification, ce qu'est la HAS et donc la méthodologie du patient traceur. Et je lui rappelle surtout qu'il peut interrompre l'entretien à tout moment. Donc, l'expérience est toujours favorable pour le patient et les équipes. Et cette expérience permet toujours un temps d'écoute avec le patient qui est complètement différent des entretiens qu'on mène habituellement avec lui. Et on va s'attacher plutôt à obtenir son ressenti par rapport à l'hébergement, par rapport à les transports, par rapport à son vécu vraiment de l'hospitalisation. Et là, on est vraiment au centre de la prise en charge du patient. Enfin, on peut remarquer que le patient il va se sentir beaucoup plus libre de s'exprimer sur quelqu'un qui ne le prend pas en charge et il va pouvoir dire des choses qu'il n'a pas forcément osé dire à l'équipe au sens large qu'il prend en charge d'habitude. Donc, on a pris 2 exemples de patients traceurs, l'un réalisé en ORL sur un patient laryngectomisé. Donc là, c'était un peu compliqué l'entretien, évidemment, mais ce choix a été réalisé parce que le premier patient qui avait été désigné pour faire ce patient traceur a été transporté en réanimation la veille, et donc évidemment, là, ça devenait très compliqué de le faire en réanimation. Et la deuxième expérience, c'est une patiente greffée pulmonaire en aile mixte. Donc, je vais laisser la parole au cadre de ces 2 services respectifs qui vont ramener leur expérience. Donc, bonjour, je suis Gwen Frère, je suis cadre de santé en aile mixte. Donc, je rapporte notre expérience sur notre patiente greffée pulmonaire
présente dans notre service depuis 2 mois. Donc, il y a bien eu un entretien avec Dr Chauvet et après donc, cet échange tous ensemble de son expérience durant ces 2 mois dans notre service. C'est une expérience qui a été définie comme intéressante par mon équipe, qui a permis d'avoir le retour de leurs patientes et ce retour est important pour l'équipe médicale et paramédicale. Pour eux, c'est un bon moyen de savoir ce qui va comme ce qui ne va pas et de connaître ainsi les thématiques sur lesquelles il faut travailler. Ça a mobilisé toute l'équipe et donc favorisé la cohésion dans le service par ce temps d'échange entre les soignants. C'est un temps qui, c'est vrai, est difficile à trouver en dehors de cette expérience et qui nous a permis de tous nous réunir sur une prise en charge de notre patiente greffée. Ça a été un constat collectif, incluant la prise en charge médicale et paramédicale. Dans ce qui a été retourné pour nous, dans nos axes d'amélioration, c'est une traçabilité un peu plus poussée de nos infirmières de coordination dans le dossier Orbis qui venait d'être mis en place sur Bichat. Et notamment, actuellement, il y a le déploiement en cours d'Orbis ETP. Et un autre point qui a été aussi très important, c'est que cette patiente avait souligné la difficulté de son arrivée lors de la greffe et de la prise en charge de sa famille et de son accueil. Donc, c'est un point que l'on ne voyait pas ou plus et qui, du coup, nous a resensibilisés et qu'actuellement, on est en train de travailler. Je laisse la parole à Fanny, ma collègue qui est en ligne. Je ne sais pas si elle peut nous rejoindre. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais essayer d'articuler au maximum, je suis encombrée. Donc, je suis Fanny Marchadour, je suis cadre en ORL à l'hôpital Bichat. Donc, du coup, nous avons réalisé notre parcours, notre patient traceur, en mai 2022. Et comme le disait Marie-Paul, nous l'avons réalisé sur un patient récemment laryngectomisé. Donc, ce patient ne parlait pas, il communiquait en écrivant sur une ardoise et ne maîtrisait pas bien la langue française. Mais il faut savoir qu'on avait choisi quand même de maintenir, pour nous, c'était important l'exercice, malgré les aléas et les imprévus de la prise en charge. Donc, comme le disait Marie-Paul, notre premier patient choisi avait été transféré en réanimation. Donc, le retour sur cette expérience a été très positif. L'équipe a apprécié les échanges sur les pratiques et les discussions avec les différents professionnels, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou aussi avec les référents de la direction qualité de l'hôpital. La méthode employée a permis une réelle collaboration médicale et paramédicale, car l'ensemble de la prise en charge est observé, contrairement aux autres audits qui sont souvent ciblés sur des thématiques. L'équipe a eu moins cette impression d'évaluation. Pour nous, l'exercice patient-traceur leur a permis d'observer et de valoriser le travail qu'ils effectuaient et de mettre en évidence des pistes d'amélioration, notamment une explicitation de la désignation de la personne de confiance, parce qu'on s'est rendu compte que notre patient avait désigné comme personne de confiance ses 2 enfants mineurs et son ex-femme. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un travail sur qu'est-ce qu'impliquait en fait d'être désigné comme personne de confiance, qu'on ne pouvait pas nommer n'importe qui. Ou encore, on s'est aperçu que l'équipe prenait bien en charge la douleur, mais la traçait pas très bien dans Orbis dossier de soins, à savoir que le patient traceur, on l'a fait en mai et que Orbis dossier de soins avait été déployé en février. Donc, du coup, c'était un peu une autre méthode de traçabilité qu'il faut qu'on améliore. Et enfin, je dirais que cette méthode a favorisé aussi une cohésion d'équipe. Il n'y avait pas de jugement, c'était vraiment un échange et ça mettait réellement en valeur l'avis et le ressenti du patient dans sa prise en charge et au cours de son hospitalisation. Voilà. Alors, sur les 11 patients traceurs, quasiment tous ont été satisfaits de leur prise en charge. Donc déjà, c'est très positif pour l'équipe, pour les équipes,
tous les patients étaient très satisfaits de leur prise en charge et ils avaient très peu de choses à dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, ma dernière phrase, quand je fais l'entretien, c'est s'il y avait quelque chose à changer, qu'est-ce que vous changeriez? Et là, par contre, on a des réponses. Alors, on a des réponses qui vont de la propreté des locaux au transport qu'on n'ignore pas et à des choses un peu plus surprenantes. Pour un patient qui avait une maladie chronique et qui donc était hospitalisé assez régulièrement à l'hôpital et dans ce service spécifique, et qui m'a dit avant c'était quand même beaucoup mieux parce que je choisissais mes repas. Ah, donc là vous ne choisissez pas vos repas. Non, et donc l'équipe médicale, le cadre, n'était pas au courant de cette décision qui avait été prise de façon assez unilatérale par l'équipe des soignants de plus prendre le choix des repas. Et leur argumentaire, c'était de toute façon, quand on les fait choisir, ils n'ont jamais le repas qu'ils choisissent. Donc, pourquoi perdre du temps? C'est long. Et donc, voilà. De cette expérience, il y a eu tout un travail de fait par la cadre avec la cuisine sur la réflexion de comment faciliter la prise des repas et sur l'importance, via aussi un travail avec les diététiciennes, de garantir un repas choisi par un patient qui est garant quand même d'une nutrition meilleure. Donc voilà, c'est des expériences, c'est la vraie vie, hein, voilà. Et donc c'est vrai que ce que disaient Fanny et Gwen, c'est qu'il n'y a aucune valeur de jugement et du coup il y a une liberté d'expression qu'on ne retrouve, je trouve, pas dans les autres rencontres qu'on peut faire ou d'autres réunions de service. Et c'est vraiment des points très positifs. Et ces patients traceurs ont permis quand même, dans la majorité des cas, de définir des axes d'amélioration. Et donc, on est en plein dans la qualité et dans la préparation de la certification. Voilà. Je ne crois pas qu'on ait oublié de choses à dire. Karine, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je veux féliciter les équipes pour avoir tenté cette expérience. C'était pas simple à organiser au centre du texte. Il y a eu des freins au départ et finalement, les retours très positifs des équipes, eh bien bravo. Je dis, faut continuer. 11 patients traceurs en 1 an, c'est bravo. Et moi, je veux aussi rajouter une dernière chose, c'est que chaque patient traceur est fait en présence de personnel, soit de la direction qualité, soit de la direction de la DSAP. Et du coup, ça permet aussi de créer des liens avec les équipes. Et c'est très important et je pense que c'est très positif aussi. Oui, on remercie Mathilde et Véronique pour avoir toujours été présents. Merci Marie-Paul, Gwen et Fanny pour ce retour d'expérience sur les patients traceurs. C'est vrai que c'est une méthode qui est très, très développée dans la nouvelle certification, puisqu'à peu près la moitié des évaluations en visite portent justement sur cette méthode qui est la seule qui prévoit une rencontre avec le patient. Donc là, comme on est sur le résultat dans la nouvelle certification, on a en direct le ressenti du patient sur les soins qu'on lui a apportés. Et comme vous le dites, c'est une méthode utile non seulement dans le cadre de la préparation à la certification, mais au quotidien dans le cadre des démarches d'analyse des pratiques et d'amélioration de la qualité. Voilà, je crois qu'on va pouvoir passer la parole à Jean-Claude Carrel pour conclure ce premier webinaire qualité, sécurité des soins du GHU. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai assisté à une bonne partie du webinaire, peut-être pas la totalité, parce que moi j'étais en consultation ce matin. Alors je vais conclure très vite parce que je sais que certains d'entre nous ont un programme chargé pour cet après-midi. Je vous remercie pour ces différents topos qui sont vraiment importants dans la perspective de la certification du GHU, dont je rappelle que ce sera une certification par hôpital. Donc, effectivement, la communication et le dispositif général, il est GHU, mais la démarche, elle sera faite hôpital par hôpital. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur les modalités pratiques de la certification
Et ce qui vient d'être fait là sur les patients traceurs est particulièrement important parce que là, on est vraiment dans le vif du sujet. On n'est pas dans les concepts ou dans le blabla pour utiliser un terme. Là, on est vraiment dans comment a lieu la certification et comment a lieu la certification. Je dirais que ça se rapproche un peu plus finalement de l'exercice de la médecine. Et donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Je pense aussi que ce type de webinaire ou ce type de partage autour de la certification, il sera important de le répéter parce que c'est bien qu'il y a une certaine inertie, une certaine réticence, pour pas dire plus, par rapport à l'engagement. Alors, c'est pas l'engagement patient, mais l'engagement médecin et soignant dans le processus de certification. Ça reste quelque chose d'important néanmoins. Et donc, pour vaincre cette réticence à l'engagement, je pense que c'est important de le partager et d'en partager les aspects vraiment pratiques, comme ça vient d'être fait dans le dernier topo que j'ai particulièrement apprécié. Voilà, merci à toutes et à tous et bon après-midi. Voilà, bonne consulte.